Et nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce nouveau webinaire qui devient un rendez-vous régulier pour parler de l'économie sociale et solidaire, rendez-vous qui est proposé à la fois par la CRES et également l'Université de La Réunion. Et nous avons décidé aujourd'hui de parler de la place de l'économie sociale et solidaire dans les programmes européens. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'entreprises et d'emplois dans l'économie sociale et solidaire en Europe. Il y a eu ces 10 dernières années une forte progression des emplois et de la création d'activités dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais il faut également savoir que cependant, l'ESS entretient une relation assez particulière avec l'Europe, d'où l'intérêt finalement de porter une attention toute particulière à ce sujet. Je parlais de relations particulières, il n'y a pas de convergence sur l'économie sociale et solidaire en Europe. Les terminologies ne sont pas les mêmes. Certains pays parlent d'économie sociale et solidaire, d'autres pays parlent d'économie sociale, d'autres parlent de tiers secteur. On a d'autres terminologies qui sont utilisées. Il faut savoir que tous les États membres n'ont pas la même définition de l'économie sociale et solidaire. Certains pays utilisent comme définition les statuts, d'autres utilisent le terme ou les dimensions de la finalité sociale. Mais du coup, ce qui pose problème finalement, c'est que les conceptions ne sont également pas les mêmes. D'un côté, nous avons ceux qui utilisent plutôt l'approche social business qui relève du modèle anglo-saxon. D'autres utilisent des conceptions plutôt statutaires et là, ça relève plutôt des pays latins. Et désormais, on parle beaucoup également d'entreprise sociale, d'entrepreneuriat social, d'innovation sociale, et ce sont des termes qui ne sont également pas inclusifs. Les présences sont également différentes puisque certains pays ne disposent pas ou très peu d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, on peut faire référence aux entreprises de l'Est qui ont intégré récemment l'Union européenne. Et quand je fais allusion également aux relations particulières, il faut savoir qu'il n'y a plus également de direction ou de commission spécifique dans les instances représentatives ou les instances de travail de l'économie sociale et solidaire, et que par conséquent l'ESS est plutôt perçu selon une approche transversale en la disséminant un petit peu dans les différents programmes structurels. Tout cela pour vous dire que tout cela ne facilite pas les convergences, elle nourrit les divergences, et ces divergences-là, nous les retrouvons sur notre territoire puisqu'il existe des écarts de perception, de pratique, de langage entre nos entreprises de l'économie sociale et solidaire, entre leur réalité et celle des instances européennes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur cette thématique dans le cadre de ce webinaire, de manière à diminuer ces écarts de perception, ces écarts d'approche, ces écarts de pratique entre l'Europe et nos entreprises et nos acteurs, nos militants, nos bénévoles, et également pour permettre à ces acteurs de mieux se positionner dans l'Union européenne, dans ses programmes et ses différents dispositifs. Pourquoi maintenant? Pour trois principales raisons. Premièrement, parce qu'il y a un grand nombre de voix qui s'élèvent en ce moment pour dire que l'ESS pourrait être une chance pour sortir l'Europe de la crise sanitaire, sociale, sociétale et économique auquel elle fait face dans cette période de Covid. Deuxièmement, parce que nous n'arrêtons pas de prôner à l'égard des entreprises de l'ESS une diversification des ressources, une hybridation des moyens de financement, et il est nécessaire du coup il est essentiel de maîtriser les fonds européens et également ces programmes. Et enfin, troisièmement, nous sommes en pleine période de refonte des programmes européens et des fonds structurels, et il est important également pertinent que
on puisse entendre la voix de la Réunion et de ces entreprises de manière à intégrer les spécificités de notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité un certain nombre d'acteurs, d'experts autour de notre table dans le cadre de ce webinaire. Bien évidemment, nous avons notre partenaire historique qui est la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Nous avons invité M. Doucouré Tidiane, qui est également un expert en fonds et financements et programmes européens. Et nous avons également invité, parce qu'il est nécessaire également qu'on puisse entendre la réalité quotidienne de nos entreprises en termes de gestion des fonds européens ou des dispositifs européens. Nous avons invité deux entreprises qui sont rompues à la gestion de ces fonds. Madame Manjour, du coup, qui est de Copunion, et Monsieur Houdin Dominique, du Conservatoire botanique national des Mascarins. Merci à tous d'avoir répondu présent et favorablement à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif des échanges et des débats, et avant de poser la première question, je passerai la parole à Monsieur Frédéric Auré, qui est directeur de la CRES, afin de nous expliciter quels sont les objectifs poursuivis par la CRES dans le lancement ou dans le lancement de cette dynamique autour des fonds européens à La Réunion. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Gardodi, pour cette présentation et le lancement de ce webinaire. Alors, la CRES est partenaire, comme Monsieur Gardodi l'a dit, de cette Web TV, puisque la CRES est un mouvement avant tout d'entreprise et également une mission. Un mouvement d'entreprise avec des entreprises et des associations qui ont une expérience des programmes européens, et un mouvement également qui regroupe des enjeux forts de développement et de cohésion sociale. La CRES est également une mission, ou a une mission, également, qui est définie donc dans la loi ESS de juillet 2014, et qui est notamment sur le volet européen, d'informer ses ressortissants, donc les associations et les entreprises de l'ESS, sur la dimension européenne et de contribuer à une meilleure politique européenne volontariste en matière d'ESS. À titre d'exemple, de manière pratico-pratique, la CRES de la Réunion a contribué avec les services de l'État et de la région à la construction de certaines fiches actions du programme actuel, donc le programme, le PO 2014-2020. Pourquoi s'associer à l'Université de la Réunion pour la mise en place de ce webinaire? Le constat, d'une manière générale, est le suivant. Il nous semble opportun que l'Europe s'appuie davantage, et M. Gardodi l'a souligné en préambule, sur les atouts de l'ESS. D'une part, compte tenu des engagements citoyens, moteurs puissants de solidarité et d'innovation. D'autre part, compte tenu de l'ancrage fort de nos projets, sur lesquels nous fondons nos projets donc, et nos démarches, mais également sur la base des services de proximité que nous développons depuis de nombreuses années, décennies, si ce n'est pas pour dire des siècles, pour réduire les difficultés et les écarts, des écarts sociaux, géographiques, économiques, et qui répondent donc à des besoins de la population et du territoire, notamment en matière de transition écologique ou en matière d'éducation également. Les modèles sont parfois différents d'un pays à un autre, M. Gardodi l'a souligné tout à l'heure, mais la volonté d'impulser une transition durable est partagée par tous. Cette démarche donc, de la CRES de la Réunion s'appuie sur 4 principaux points qui font écho aux propos de M. Gardodi. C'est vrai, dans un premier temps, c'est ce partenariat historique avec l'université pour l'amélioration de l'accès et de la diffusion de la connaissance, notamment en matière d'ESS, en lien avec nos institutions et les entreprises. Deuxièmement, les remontées de terrain des acteurs de l'écosystème qui révèlent des difficultés d'accès, de gestion et de justification, ainsi que des incompréhensions quant à la mobilisation des fonds européens, particulièrement, comme vous le savez, pour les petites structures de l'ESS, un besoin de réajuster et de faire évoluer les fonctionnements actuels et d'hybrider les ressources. C'est de rechercher de véritables leviers encore plus performants. C'est une logique également de co-construction et de partage d'expériences dans les initiatives impulsées au national par les réseaux ESS et institutionnels. Et là, nous nous appuyons de manière très succincte sur une initiative lancée en janvier dernier, donc en janvier 2020 par le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire, en lien avec plusieurs régions de France, et qui ont lancé donc un séminaire visant à comprendre les enjeux du contexte européen et pouvoir partager des pratiques entre représentants de régions et de CRES pour préparer
cette future programmation 2021-2027. Et enfin, pour terminer, je dirais qu'on s'appuie également sur une volonté de co-construire ce prochain programme 2021-2027 et de mieux préparer les structures à la mobilisation de ces fonds. Et enfin, vous allez me dire donc, comment nous souhaitons procéder et faire. Pour ce faire, nous nous appuyons donc sur un partenariat avec ECPEI, donc représenté par M. Doucouré, expert national en fonds européens, pour améliorer la compréhension des enjeux et des programmes par et pour les acteurs de l'ESS. Et cela comment? 4 principales modalités d'intervention, animées toutes d'une manière transversale par un fil rouge, c'est d'aller vers les structures de l'ESS et son écosystème. Premièrement, une émission sur la Web TV, celle d'aujourd'hui. Deuxièmement, ce sont des outils pour améliorer et faciliter la compréhension sur l'Europe et ses programmes, donc qui seront disponibles très rapidement sur notre site internet. Troisièmement, ce sont des rencontres territoriales dématérialisées, voire physiques en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Et enfin, une restitution à travers des propositions d'action, de méthodes pour le prochain PO, et notamment des propositions de réponse pour répondre aux nouvelles ambitions de l'Europe en matière de simplification administrative, des outils financiers, etc. Voilà, merci Monsieur Gardaudy pour ce temps de parole. Merci pour ces précisions. Du coup, on est impatient de découvrir ce plan d'action ambitieux et très offensif. On disait que on a l'habitude de dire que La Réunion se veut être une terre d'Europe, mais néanmoins, quand on échange avec un certain nombre d'acteurs, on a l'impression que l'Europe, c'est loin, et pas que géographiquement. Et par conséquent, on identifie, comme je le disais en préambule, bien des écarts entre ce qui se fait à Bruxelles ou à Strasbourg et ce que nous vivons aujourd'hui, ce que vivent nos acteurs et nos entreprises sur le territoire. Et ma première question portera là-dessus. Et l'objectif, finalement, c'est quels sont ces écarts? L'interrogation, c'est quels sont ces écarts et de quelle manière pouvons-nous annihiler, diminuer ces écarts pour tendre vers une convergence de perception et de fonctionnement. Monsieur Doucouré, je vous passe la parole. Oui, merci à tous et merci pour la participation des messieurs et des dames. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire dans votre très belle région. C'est un sujet très important et surtout d'actualité. Donc, je vais essayer autant que possible d'articuler mon intervention autour de 3 points pour essayer d'apporter un éclairage. Donc, le premier point, c'est parler de l'Europe hier, aujourd'hui et demain. Hier, parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier que la construction européenne repose sur une volonté d'avoir la paix sur le continent. Quand le premier traité de Rome a été créé, qui a été mis en place dans les années 50, c'était pour mettre fin à la guerre, les guerres fratricides entre les États européens. Donc, ça a été mis autour Monsieur Doucouré, on ne vous entend plus. Il y a un problème avec votre micro. On ne vous entend plus du tout. Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Oui, c'est un peu faible, mais là, on vous entend, oui. Bon, je vais essayer des problèmes avec le micro. Je vais essayer de parler comme ça. Peut-être que ça va être mieux qu'avec les écouteurs. Allez-y, on peut essayer. On va essayer. Alors, je disais en fait que effectivement la politique, l'Europe, c'est une politique communautaire de convergence. Et c'est vrai que le paradoxe par rapport à votre question, c'est de considérer effectivement que l'objectif des entreprises d'économie sociale et solidaire, la Réunion, peut ne pas converger avec la politique européenne. En fait, c'est l'inverse. Je vais essayer rapidement de le démontrer. Et c'est pour ça que je parlais de passé, c'est-à-dire que dans les années 50, l'Europe, les 6 pays fondateurs se sont mis ensemble pour essayer de travailler sur le plan économique par rapport à l'acier et le charbon à cette époque-là.
Donc la problématique, c'était celle-là. L'idée, c'est toujours de dire que l'Europe travaille sur des problématiques communes sur lesquelles les pays considèrent que l'intervention au niveau européen est plus pertinente et plus efficace qu'au niveau individuel de chaque État. Donc ça, c'était le passé. Aujourd'hui, quand on va parler de l'Europe, et je vais concentrer mon propos exclusivement sur la politique de cohésion, parce que c'est ce qui nous intéresse, et notamment le programme 2014-2020, pour être plus concret, qui est connu, qui est mis en œuvre à La Réunion à travers 4 programmes opérationnels. Le Fonds social européen, que tout le monde connaît, géré notamment par l'État à travers la DIEC. Le FEDER, Fonds européen de développement régional, géré par la collectivité conseil régional. Le FEADER, géré par le conseil général. Et le FEAMP, qui est un programme national décliné régionalement. Donc la politique de cohésion, elle se fait au quotidien dans les territoires. Simplement, la différence d'approche dont vous parlez est peut-être liée à la mécanique assez complexe de mise en œuvre et qui n'est pas suffisamment diffusée parce que, comme vous l'avez précisé en introduction, nos territoires, notamment nos territoires d'outre-mer, sont très loin de l'Europe. Donc, c'est des régions européennes qui ne sont pas sur le continent européen. Et donc, il y a une perception d'éloignement qui fait qu'on a l'impression que l'Europe est très loin. Donc, si on regarde la carte, la première carte qu'on propose pour visualiser mes propos, donc, voilà, la Réunion, effectivement, fait partie des régions dites des régions ultra-périphériques, donc des régions qui sont des régions européennes, mais qui ne sont pas sur le continent européen. Donc, avec un éloignement et des spécificités géographiques, économiques, environnementales différentes. Alors, ces spécificités sont prises en compte dans les politiques de cohésion européenne. C'est-à-dire que, ça va être la deuxième carte, l'objet même de la politique de cohésion européenne, c'est de tenir compte des déséquilibres macroéconomiques et sociaux entre les différentes régions européennes, de tenir compte des inégalités sociales, sociétales, santé, éducation, entre hommes et femmes, handicap, entre les différentes régions, et aussi de prendre en compte les disparités qui existent entre ces différentes régions. Donc, vous voyez bien que l'objectif final de la politique de cohésion, c'est de faire en sorte que l'Europe puisse, toutes les régions européennes puissent converger vers un idéal commun qui est complètement différent de celui qui est mis en œuvre dans les autres blocs, aux États-Unis, en Chine et dans les pays émergents. Donc, on est dans une approche communautaire, solidaire, pour faire en sorte qu'on soit plus fort, quand je dis plus fort, que nos entreprises soient les plus compétitives possibles, que nos territoires soient les plus attractifs possibles, que les personnes, les populations européennes soient les plus qualifiées possibles. Donc, c'est des objectifs qui, quand on les regarde comme ça, sont en phase, totalement en phase avec les objectifs des entreprises d'économie sociale et solidaire qui, effectivement, au quotidien, travaillent sur ces thématiques-là. Alors, pour revenir un peu sur effectivement la politique de cohésion, on a juste 2 cartes ici pour illustrer les différences qu'il y a entre régions européennes, où effectivement on a des régions qui sont considérées par rapport à la production, produit intérieur brut par habitant très riches, d'autres moyennement riches et d'autres encore plus en retard. Et donc, de facto, quand on a une situation économique moins favorable, mais de l'autre côté, on a plus de chômage, notamment de chômage des jeunes. Donc, la politique de cohésion consiste à faire en sorte que, quelle que soit la région européenne dans laquelle on se trouve, on bénéficie des financements et ces financements sont notamment alloués en tenant compte des différences de richesse entre régions. Donc, on est vraiment dans la logique même de l'économie sociale et solidaire, on est dans la logique de la solidarité. Donc, ça veut dire qu'effectivement, que sur la politique de cohésion, je vais parler de 2014-2020, où on avait un budget à peu près d'1,82 milliard d'euros, mais sur ce budget-là, un tiers
était consacré à la politique de cohésion. Donc, si on peut voir la carte suivante. Et voilà, donc ça c'est pour la politique, la politique de croissance pour 2014-2020. On voit bien que le tiers du budget qui était consacré à la politique de cohésion avait trois objectifs. Un objectif pour rendre les régions européennes avoir une croissance intelligente en Europe, c'est-à-dire, on va en parler après, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est la compétitivité des entreprises, c'est la recherche-développement. Une croissance durable, donc ça regroupe toutes les problématiques liées à l'environnement, liées au développement durable qu'on connaît bien à La Réunion ici, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. C'est une politique inclusive, parce qu'on considère qu'en Europe, que toutes les personnes n'ont pas les mêmes chances pour s'en sortir et qu'il faut pouvoir accompagner un certain nombre de populations pour qu'ils puissent intégrer le marché de l'emploi. Ça concerne des jeunes sans formation, ça concerne même les plus jeunes à l'école scolaire, le décrochage scolaire. Après, c'est des jeunes, effectivement, qui n'ont pas d'emploi, c'est les seniors. Mais donc, toutes ces problématiques-là qui sont traitées au quotidien par les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont au cœur, effectivement, de la politique de cohésion. Donc, c'est ces politiques de cohésion qui se traduisent concrètement au quotidien pour vous par des programmes, et ces programmes qui permettent de financer des projets individuels de chaque entreprise. Oui, du coup, je me permets d'intervenir, monsieur Doucouré. On se rend compte que finalement, il y a convergence entre les objectifs ou les valeurs de l'économie sociale et solidaire et ceux ou celles de l'Union européenne ou des États membres. Et quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans ces programmes qui ont pour objectif de tendre vers une Europe un peu plus durable, équitable et juste? Est-ce qu'on a une bonne place et nous avons une bonne place là-dedans? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les entreprises d'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire français, à La Réunion en particulier, peuvent émarger sur tous ces programmes, que ce soit le FSE par rapport à l'inclusion, par rapport à l'accompagnement des personnes en difficulté, par rapport à l'accompagnement à la création d'entreprises, par rapport à la formation, par rapport à l'éducation. Donc, effectivement, le FSE couvre toutes les entreprises de l'ESS peuvent émarger sur ce fonds. Sur le FEDER, c'est la même chose, parce qu'il y a un axe spécifique qui concerne la compétitivité des entreprises, comment rendre les entreprises locales, notamment les PME, la Commission insiste beaucoup là-dessus, les PME, comment faire en sorte que les PME puissent être plus compétitives, donc en termes de marché, en termes de produits, en termes d'organisation, en termes de projection. Donc effectivement, les entreprises d'économie sociale et solidaire peuvent émarger sur le FEDER. Le FEADER, c'est la même chose. Le Fonds européen qui intervient en milieu rural, on a effectivement une gestion déconcentrée à travers des GAL, mais c'est des programmes qui ciblent des secteurs d'activité précis sur lesquels les entreprises d'économie sociale et solidaire peuvent effectivement émarger par rapport aux investissements, par rapport à pas mal de projets sur lesquels effectivement les entreprises peuvent émarger. Donc, je pense que cette séance est très importante parce qu'en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance des possibilités, des opportunités qui sont offertes aux entreprises d'économie sociale et solidaire, ou peut-être il y a aussi le fait qu'on a tendance à toujours considérer de façon, je pense, inconsciente, que ne peuvent bénéficier des fonds européens que des grands groupes, que des grandes structures, que des structures qui sont effectivement, qui ont des reins solides. On va en parler quand on va rentrer dans les détails. Effectivement, il y a des éléments qui font qu'on a souvent peur d'aller vers ce projet-là, mais on a des exemples de pratiques qui font que les petites entreprises arrivent à accéder à ces fonds, mais ça nécessite une organisation, ça nécessite une approche différente pour essayer de faire en sorte que les handicaps qui sont liés au fait que des fois les entreprises ne sont pas bien structurées, qu'on puisse les dépasser en mettant en place des méthodologies de travail, j'allais dire des démarches très innovantes.
Donc, pour revenir à ce que je disais, donc, les entreprises d'économie sociale et solidaire, effectivement, peuvent émarger à tous ces programmes-là. Et d'ailleurs, c'est la carte suivante, le mode d'allocation même des crédits européens privilégier effectivement d'aller vers les structures, les petites structures. C'est-à-dire que l'idée, j'aime pas le terme de discrimination positive parce que ça n'a pas de sens, ce terme-là, mais les programmes européens sont faits, l'allocation n'est pas faite par rapport au nombre d'habitants, il n'y a pas que ce critère, il y a d'autres critères, notamment les difficultés, le taux de chômage, ce qui fait que les régions, dans nos régions d'outre-mer, on a des allocations de crédit très importantes par rapport à d'autres régions qui sont sur l'Hexagone, parce qu'effectivement, quand on est sur nos territoires, un projet de financement peut avoir des taux d'intervention qui peuvent aller de 50, 60, 70, juste même à 85% sur certaines lignes de crédit, notamment sur le FSE. Donc, c'est vrai que ces programmes sont favorables aux entreprises de l'ESS, mais il faut aussi que, et ça c'est peut-être le point sur lequel on va beaucoup insister, mais l'Europe, il faut aller chercher. C'est-à-dire qu'en général, comme il y a cet effet d'éloignement, on a l'impression effectivement qu'on ne peut pas accéder, mais l'avantage sur le financement européen, c'est que c'est un des principes d'ailleurs du fondement de l'Europe, c'est le principe de transparence. Donc toutes les informations sont sur Internet, et donc ça nécessite quand même une approche proactive pour avoir plus de connaissances sur ce qui se passe au niveau européen. Votre intervention m'interpelle puisque vous disiez qu'il y a un certain nombre de structures de l'économie sociale et solidaire qui se sentaient un peu exclues de l'activation des fonds européens. Vous qui avez une expérience certaine sur différents territoires en termes de gestion ou de développement des fonds européens, quel serait un écosystème pour vous favorable pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de pouvoir mieux connaître et mieux activer ces aides et ces dispositifs? Alors, merci. Je vais essayer de faire le lien notamment avec le nouveau programme 2021-2027. Ce qui est important d'abord à dire, je pense, dans un premier temps, c'est d'expliquer comment les programmes se construisent. Donc, ça permet effectivement de montrer que chaque acteur du territoire doit s'impliquer suffisamment en amont. Les programmes se construisent de la façon suivante. Il y a des diagnostics qui sont faits sur les problématiques de chaque territoire régional. Ces diagnostics sont partagés avec l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Et ces diagnostics, en fait, vont pouvoir servir de base de définition des stratégies du territoire. Et ces stratégies doivent matcher avec les lignes directrices de la Commission européenne. Et vous allez voir que quand on va décliner tout à l'heure les lignes directrices de la Commission européenne, on va se rendre compte qu'on se retrouve complètement là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets se construisent par une approche ascendante. Donc, les choses viennent du terrain. Et donc, tout ce qui est inscrit dans les programmes vient du terrain. Et c'est pour ça que les différents acteurs du terrain doivent s'impliquer, doivent activement s'impliquer pour faire connaître aux différentes autorités qui sont en charge de travailler avec la Commission européenne sur ces programmes, les spécificités de chaque secteur thématique. En ce sens, il y a un travail important à faire pour les entreprises d'économie sociale et solidaire, dans la mesure où c'est des entreprises qui ont une approche, j'allais dire, verticale des problématiques, c'est-à-dire que c'est sur le territoire, on essaie de trouver une solution à des problématiques sur un territoire, et ces problématiques peuvent couvrir plusieurs thématiques, et alors que les programmes européens notamment ont une approche, j'allais dire, horizontale, avec, par exemple, quand on va parler du FSE qui va concerner les personnes physiques, donc les personnes physiques, toutes les difficultés qui sont liées aux personnes physiques. Quand on va aller vers le FEDER, on va aller vers l'investissement, donc tout ce qui va concerner, j'allais dire, le physique. Quand on va aller sur le FEADER, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un projet qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, des fois on est frustré parce qu'on peut avoir un projet global effectivement qui aurait
plus bénéficier d'un seul financement qui couvre l'ensemble des problématiques, mais on se rend compte effectivement que pour couvrir l'ensemble des problématiques, il faut faire plusieurs dossiers. Donc, il faut taper à plusieurs guichets pour pouvoir effectivement couvrir les besoins, parce que les programmes ont tendance à se focaliser sur des besoins prédéfinis au niveau européen. Donc, c'est un peu la difficulté qu'il y a. Mais les approches dont je vais parler, en gros, ça nous permet de faire la transition avec 2021-2027. La première chose, c'est essayer autant que possible de diffuser la culture européenne. Je pense que c'est très important. L'Europe, ce n'est pas seulement le montant financier qu'on donne. L'Europe, c'est aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous avez un financement européen, on vous demande de fournir non seulement des indicateurs, mais on insiste beaucoup aussi sur la méthodologie que vous avez mise en place. Parce qu'un des principes aussi du fonctionnement de l'Europe, c'est l'apprentissage mutuel. Ça veut dire qu'on va essayer de capitaliser sur les bonnes pratiques pour les diffuser. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'argent qu'on reçoit, mais c'est aussi montrer comment on a fait et quelles sont les solutions qu'on a par rapport aux problématiques qui étaient posées. Et l'idée étant qu'une structure dans une autre région qui est confrontée à la même problématique, on va faire du benchmarking là-dessus, on va dire, OK, à la Réunion, ils ont fait ça, ça a marché, je vais le refaire au lieu de partir de zéro. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, on est dans une logique de capitalisation, de réseau, d'échange. Et donc, quand on veut vraiment faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier au maximum de financement, c'est de créer un écosystème dans lequel il y a la circulation d'informations, il y a la circulation des outils, il y a la présentation des bonnes pratiques, il y a la création d'événements pour dire, voilà, parce que souvent, les entreprises, dans un secteur, sont confrontées aux mêmes problématiques. Donc, ça veut dire que si une entreprise a pu trouver des solutions, c'est cette solution-là, au lieu qu'elle la garde pour elle, qu'on la diffuse. Et donc, plus on sera expert, entre guillemets, expert, quand je dis expert, c'est la pratique. L'expert, l'Europe, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Plus on pratique, plus on apprend, et plus on échange, plus on est intelligent. Donc, c'est ça l'idée. L'écosystème, c'est de partager. Et donc, ça veut dire que dès en amont, comme là, actuellement, on est en amont de nouveaux programmes, dès en amont, c'est de présenter les lignes directrices proposées par la Commission européenne, c'est de participer à tous les groupes de travail qui sont proposés au niveau local, parce que les instances vont vous inviter à participer à ces travaux, c'est d'apporter votre pierre à ces travaux, d'apporter votre spécificité pour que ça soit pris en compte. Après, au fur et à mesure que le programme avance, c'est de donner les informations aux acteurs pour qu'elles soient prêtes à aller vers le programme rapidement. Moi, j'observe depuis 5 ans que je tourne dans les régions d'outre-mer, maintenant que je travaille moins sur l'Hexagone, mais sur les régions d'outre-mer, c'est que j'observe, sans que ce soit un jugement de valeur, c'est un retard d'information. C'est-à-dire que les personnes, alors ça ne veut pas dire que les instances ne diffusent pas les informations, attention, mais ça veut dire que peut-être que le canal par lequel les informations sont diffusées, les gens ont du mal parce que la problématique de l'Europe, c'est que c'est très technocratique. Et chaque fois que vous avez un document, un programme, c'est 400 pages. Et donc, les gens n'ont pas envie de lire 400 pages pour savoir si une ligne les concerne, si par rapport à leur projet, il y a une ligne qui les concerne. Donc, ça veut dire que derrière, il y a tout un travail de vulgarisation de ces travaux-là pour donner l'information qui concerne l'entreprise. Parce que moi, je suis chef d'entreprise. Ce qui m'intéresse en tant que chef d'entreprise, c'est de savoir où je peux trouver des financements et comment ça peut aller rapidement. Donc, on a 2 impératifs, c'est de savoir comment ça marche et surtout, est-ce que ça va être rapide. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on crée un écosystème autour duquel l'entreprise peut avoir l'information très rapidement. Il va savoir ce qu'il faut qu'il fasse et il va pouvoir aussi avoir les informations sur les délais de traitement. Donc, je pense que ça, ces trois informations sont importantes. Et donc, j'allais dire alléluia, parce que dans le nouveau programme 2021-2027, si on peut avancer, il y a ces éléments-là qui sont proposés, notamment en termes de financement. Si on peut voir les prochaines cartes, M. Auré. Voilà. Alors là, c'est juste, voilà, celle-là, elle est intéressante, mais ce que je disais tout à l'heure, je disais que l'Europe, on est dans une approche solidaire. Ça montre bien qu'au niveau de l'allocation des aides financières, on a à peu près, donc 50,
vous avez en fait une allocation plus importante sur les régions, sur les populations qu'on considère ayant plus de difficultés. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'on est vraiment dans cette logique solidaire. On n'est pas dans le droit commun où le critère dépend du nombre de personnes. C'est-à-dire que, pour être concret, pour être simple, quand je suis à La Réunion, ça veut dire que par rapport au fonds européen, ben, en fait, j'ai une enveloppe par personne, c'est pas la question, on va pas dire comme ça, mais si on voulait juste faire des comparatifs, j'ai une enveloppe 4 fois supérieure à un Alsacien. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc ça montre bien qu'on est dans cette logique solidaire. Mais aussi, toutes les régions européennes, qu'elles soient considérées comme en retard ou comme intermédiaires, comme riches, bénéficient des financements européens. Parce que dans une région riche, considérée comme riche, par exemple l'Île-de-France, où on crée 40% de la richesse française, mais on a des poches de pauvreté. Entre effectivement le département de Haute-Seine et celui de Saint-Denis, il y a une différence. Donc ça veut dire que même si on est dans une région riche, donc les territoires, donc pourquoi les fonds bénéficient à toutes les régions. Donc ça, c'est important, le mode d'allocation. Donc c'est un mode d'allocation solidaire. Donc ça correspond effectivement à l'esprit des entreprises d'économie sociale et solidaire. Alors pour la prochaine carte, pour ne pas prendre trop de temps pour qu'on puisse échanger, parce que le plus important, c'est d'échanger, les priorités des prochains programmes 2021-2027 reposent en fait, et on va retrouver l'économie sociale et solidaire là-dedans, une Europe plus intelligente, donc l'innovation, la numérisation, la transformation économique, le soutien aux petites et moyennes entreprises, on est toujours là-dedans, donc les entreprises d'économie sociale et solidaire sont là-dedans. Si on prend une Europe plus verte avec zéro émission de carbone, la transition énergétique, ça fait partie des préoccupations des entreprises d'ESS, les énergies renouvelables, les luttes contre le changement climatique, tout ça rentre dans les thématiques des entreprises d'économie sociale et solidaire. Une Europe plus connectée, donc des réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Bon, effectivement, on sait aujourd'hui que le numérique devient une thématique très importante dans le développement des entreprises, les transports, les réseaux de transport évidemment aussi. Une Europe plus sociale, alors on a deux objectifs qui sont nouveaux par rapport à 2014-2020. C'est une Europe plus sociale, avec effectivement un emploi de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale, l'égalité d'accès aux soins et santé. Et pas plus tard que 2 jours, j'ai entendu Nicolas Schmitt, qui est commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, lors d'une conférence, dire qu'effectivement que la crise actuelle donne une opportunité à l'Europe de s'intéresser à l'économie sociale et solidaire, qui peut être une solution aux difficultés qu'on rencontre. Ce matin, M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, disait que la situation, on ne peut s'en sortir qu'en étant plus solidaire. Donc on voit bien que les thématiques de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui sont au cœur des problématiques et que je pense que c'est important justement de faire, donner une visibilité à ce qui est fait par ces entreprises-là pour montrer que ce qu'elles font, en fait, c'est au cœur des préoccupations aujourd'hui des États européens. Et le dernier point, c'est les stratégies de développement pilotées au niveau local. Donc, l'approche locale, l'approche de plus en plus favoriser le développement local par les acteurs locaux, de plus en plus, effectivement, devient une stratégie au niveau européen. Donc, quand on regarde les cinq lignes stratégiques qui sont proposées et qui vont être reprises par les États membres, notamment par la France avec un accord de partenariat, ensuite avec les instances qui vont gérer les fonds au niveau local, qui vont proposer leurs projets, et leurs projets doivent systématiquement s'inscrire dans ces 5 lignes stratégiques, et on voit bien qu'effectivement, on se retrouve par rapport aux objectifs de l'économie sociale et solidaire. Alors, un autre point que je vais aborder, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, avant le Covid, avant la pandémie, on avait un budget qui était en discussion, qui va l'être la semaine prochaine, lors du prochain conseil des chefs d'État pour valider. On avait effectivement un montant proposé pour la politique de cohésion
pour la période 2021-2027 qui a augmenté, donc la part de la politique de cohésion a augmenté, elle était de 32%, maintenant elle passe à 34,6%. Donc, on voit bien que les thématiques ici proposées sont intéressantes, mais aujourd'hui, l'Europe essaie de répondre à l'ampleur de la crise par un geste, j'espère qu'il sera validé par les 27 États. C'est la première fois que l'Europe propose un plan de relance avec effectivement le fait de faire un emprunt de 750 milliards d'euros, un emprunt commun pour faire face. Et sur ces 750 milliards d'euros proposés, la Commission propose tout de suite d'injecter 55 milliards dans les programmes actuels afin de faire face aux problématiques liées à cette pandémie, notamment à travers le financement FSC, Fonds social européen et FEDER. Donc ça montre bien que déjà, maintenant, la Commission souhaite agir tout de suite entre 2020 et 2022 pour renforcer les programmes actuels afin de répondre aux problématiques identifiées lors de la pandémie qui est dans les familles où on s'est rendu compte notamment quand l'éducation nationale a proposé l'accompagnement par le numérique, on découvre effectivement que certaines familles ne sont pas connectées. Donc il y a des difficultés liées à tous ces aspects-là. Je ne rentre pas dans le détail pour ce qui concerne la santé. Donc on se rend bien compte effectivement qu'il y a une inégalité sanitaire, une inégalité numérique, une inégalité liée effectivement aux ressources que détiennent les familles. Donc pour la première fois, il y a une approche population et on parle de pauvreté. Donc on dit l'Europe doit faire face effectivement à ces problématiques de pauvreté. Oui, merci Monsieur Doucouré. On se rend compte que l'économie sociale et solidaire aura une place prépondérante dans la déclinaison des différents axes stratégiques et de programmation de l'Europe. Et avant de passer à des questions un peu plus pragmatiques de gestion des fonds européens, votre propos m'amène à vous poser une autre question, et peut-être que cette question, elle va également s'adresser à la CRES. Outre les instances de consultation en ce moment, puisqu'on est en train de repenser la refonte de la programmation et des dispositifs, nous savons, et ce n'est pas un secret, que l'Union européenne fonctionne également par lobby, qu'il y a des groupes de réflexion qui alimentent les différents décideurs et les différentes politiques. Est-ce que l'économie sociale et solidaire dispose de canaux de lobby et comment l'économie sociale et solidaire pourrait elle aussi faire entendre sa voix au niveau de l'Europe? Et alors ça, c'est une question pour Monsieur Doucouré, et j'aurais une question pour Monsieur Auré de la CRES. C'est que pour consolider, développer, offrir une meilleure performance à nos entreprises de l'ESS pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux, on a l'habitude d'échanger dans une logique de proximité avec les instances régionales comme le conseil régional ou l'État. Parfois, via nos têtes de réseau, on est amené à discuter au niveau national également pour modifier certaines interventions, certaines dispositions. Mais est-ce qu'il est pertinent pour la Réunion qu'on intervienne également au niveau européen pour changer, peut-être pour modifier notre écosystème de développement et notre environnement? En fait, alors, juste pour préciser, parce que pour avoir travaillé au niveau national sur ces questions-là, la première chose qu'il faut préciser, c'est que la Réunion a une démarche très intelligente quand elle va chercher les fonds européens. Ça, c'est déjà la première chose, parce que en général, il n'y a pas de divergence de point de vue entre les différents acteurs, l'État, les collectivités. Ils viennent souvent sur une vision commune. Donc, c'est déjà la première chose. Donc, il faut que les élus aient la même vision, donc c'est important. Ensuite, par rapport à votre question, c'est vrai que l'Europe fonctionne beaucoup par lobbying au sens positif, c'est-à-dire qu'elle considère que
bah, c'est le terrain qui vaut. Donc souvent, ça passe par des séminaires qui se font, par des synthèses qui se font, par le fait effectivement de les inviter à ces séminaires pour qu'ils pointent du doigt les spécificités locales, mais ça passe comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut, sur le plan de l'économie sociale et solidaire, il y a des think tanks qui existent, notamment en Belgique, qui travaillent, qui font des réflexions, mais c'est vrai que c'est toujours important d'expliquer aux autres comment on fonctionne. C'est-à-dire que quand on a autant de régions et autant d'acteurs différents, c'est vrai que chaque territoire a un fonctionnement différent. Et donc, c'est important de pouvoir capitaliser, d'expliquer aux autres comment on fonctionne. Et donc, pour répondre concrètement, je pense qu'un lobbying est intéressant, mais il est intéressant dans une approche, j'allais dire, mutualisée. C'est-à-dire qu'on est dans une région d'outre-mer, et c'est vrai que si on veut se faire écouter, il faut qu'on ait une approche outre-mer. C'est-à-dire que sur ces questions-là, il faut effectivement qu'il y ait un leader, mais ensuite, il faut que ce leader puisse convaincre ses partenaires qui ont les mêmes problématiques pour pouvoir proposer des solutions communes. C'est-à-dire que si on fait du lobbying, on va à Bruxelles, mais que la Réunion, les entreprises d'économie sociale de la Réunion disent ça, les entreprises de Mayotte disent ça, les entreprises de Martinique disent autre chose, etc., et la Commission a tendance à ne pas répondre favorablement parce qu'elle a envie d'avoir un interlocuteur unique pour pouvoir effectivement pousser la réflexion. Donc, ça veut dire que oui, il faut créer un écosystème régional, mais il faut aussi aller au-delà de la région, aller à l'interrégional, donc avec notamment les régions d'outre-mer, et ensuite aller à Paris, et de Paris, aller à Bruxelles. Donc, c'est par palier, mais effectivement, ça se passe comme ça. Je pense que c'est important quand on veut profiter, entre guillemets, de l'Europe, mais de façon, j'allais dire, transversale, pas seulement les financements, mais les approches, les expériences qui se font ailleurs. C'est important, effectivement, de faire ces travaux-là, de séminaires, d'événements, de s'ouvrir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'inviter les autres chez soi. Et effectivement, c'est par ce biais-là qu'on fait savoir à l'Europe, effectivement, qu'on bouge, qu'on a des choses qui se font ici qui sont intéressantes, qui l'intéressent, parce que, je reviens à ce que je disais, l'Europe, elle cherche aussi des solutions. C'est-à-dire que nos territoires sont des terrains d'expérimentation, de solutions innovantes qu'elle peut ensuite mettre en valeur pour qu'on se différencie mieux des autres blocs, comme je disais tout à l'heure, les États-Unis, la Chine, les pays émergents. Donc, oui, il y a une démarche à faire. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, cette première démarche en est déjà une, parce que effectivement, c'est important de mettre autour de la table et d'échanger sur ces sujets-là, même si effectivement on peut ne pas être d'accord sur tout, mais c'est important de partager les expériences des uns et des autres. Merci pour votre réponse. Je vais m'adresser maintenant eh bien, à nos entreprises qui nous ont fait l'honneur du coup d'être présents et d'accepter notre invitation. Il y a déjà des questions qui ont été posées qui sont en lien avec la gestion des fonds européens. Avant de répondre à ces questions, j'aimerais du coup savoir quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en œuvre pour pouvoir avoir accès aux fonds européens, pour pouvoir activer les fonds européens. Est-ce que cela a été facile? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières, des stratégies particulières pour faciliter cette activation? Ensuite, la gestion de ces fonds européens au quotidien, comment vous la vivez? Est-ce qu'il y a des compétences particulières ou des outils particuliers? Donc, on a aussi besoin de cette confrontation, de la parole de nos entreprises et de cette confrontation avec la réalité entrepreneuriale et gestionnaire. Donc, la parole à Sherazade ou à Dominique, à vous. Honneur à Sherazade. On ne vous entend pas, Sherazade.
faut activer le micro. C'est bon? Voilà. Excusez-moi. Oui. Alors, bon, merci en tout cas de nous avoir invités pour ce webinaire. Alors, concernant en tout cas les fonds européens, donc nous, la coopérative, en tout cas, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est que la coopérative. Monsieur Houdin aussi connaît son fonctionnement, il me semble. Vous avez pu travailler déjà avec Corinne Jucco. Alors, pour la structure, en tout cas, aujourd'hui, depuis en tout cas la programmation 2007-2013, en tout cas, on a commencé à lever des fonds européens, donc du FSE notamment, pour la structure des services à la personne, donc la CAE Dynamic Service. Et pour COP Union, en tout cas, on a en tout cas levé le FSE uniquement à partir de cette nouvelle programmation-là. Donc, en tout cas, à partir de 2014-2020. Pour nous, aujourd'hui, le FSE vient en tout cas financer la structure, j'ai envie de vous dire, en globalité. Mais aujourd'hui, donc, on a aussi travaillé avec les partenaires, en tout cas sur du territoire, pour essayer d'avoir aussi d'autres leviers des fonds européens, comme les fonds FEADER, dans le cadre de l'investissement sur le développement, en tout cas sur les activités de nos entrepreneurs qui leur permettent bien sûr d'aller sur du développement économique. Donc, comme l'a dit en tout cas M. Doucouré tout à l'heure, donc sur les fonds FEDER, donc on peut aussi lever, en tout cas en tant que structure de l'ESS, donc de l'investissement, bien sûr, pour aller après sur une pérennisation économique. Et en tout cas, c'est le GAL en tout cas qui gère cette partie de financement-là. Si je peux dire au niveau expérience, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est vrai que pour la mise en place de ces fonds-là au sein de structures, donc il y a un premier travail qui a été fait aussi par la DIECT, d'accord, en lien bien sûr avec les entreprises de l'ESS. Et puis, donc de plus en plus, en tout cas, nous on est cofinancé en tout cas par la région, hein. Donc aussi donc avec la région en tout cas qui reprend un peu on va dire cette partie-là, donc au niveau des cofinancements, mais sinon c'est vrai que j'ai envie de vous dire aujourd'hui au niveau du territoire, ce qui manque réellement et ce que a bien souligné M. Doucouré, c'est vraiment de créer cet écosystème-là, parce que on est tous, j'ai envie de vous dire, au quotidien, donc en train de, vous savez, une entreprise de l'ESS n'est pas une entreprise comme les autres, donc on s'investit vraiment pas à 100%, on va dire plus qu'à 100%. Donc on essaye toujours de trouver des solutions pour accompagner chacun de notre côté donc nos activités, et nous de notre côté les activités des entrepreneurs. Donc quelquefois on n'a pas le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le choix, en tout cas l'année dernière, de faire appel à M. Doucouré pour nous former donc dans la gestion de ces fonds européens, parce qu'aujourd'hui, on veut être acteur donc sur le territoire et aussi donc pouvoir avancer, parce qu'aujourd'hui, le temps, j'ai envie de vous dire, nous rattrape et on a aussi des demandes, nous, pour le coup, d'autres, en tout cas les évolutions d'activité aussi de nos entrepreneurs qui nous ont aussi permis justement de travailler avec le GAL sur ce levier d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la coopérative, on a plusieurs pôles d'activité, donc des nouveaux pôles depuis l'année dernière au niveau de pôle numérique, pôle couture, qu'on a construit aussi avec des partenaires locaux, donc privés, comme le GAL, donc justement pour essayer aussi de répondre à ces besoins, en tout cas du marché. Et j'aimerais souligner que le SS est aussi avant tout économique. Donc souvent on l'oublie, mais quelque part il faut vraiment, je pense, développer cette partie sur l'économie. Et nous, ça nous a permis, en tout cas cette formation, pour terminer, bien sûr de renforcer nos compétences et de mieux comprendre aussi l'attente sur les fonds européens. Et effectivement, je pense que tout le monde peut monter un dossier de fonds européens.
Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important sur le territoire, par exemple par rapport à la CRES, de pouvoir justement peut-être mutualiser, on va dire, ces informations-là et justement pouvoir et que les entreprises puissent avoir accès à ces informations-là. En tout cas, ce qui est attendu, je pense, par tout le monde, c'est aussi d'ouvrir ces financements européens à tout type d'entreprise. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup pour ces éléments de précision et de pratique, Sherazade. Dominique, tu souhaiterais compléter? Oui, peut-être apporter effectivement une expérience complémentaire. Alors, peut-être en quelques mots, déjà présenter un petit peu l'activité dans laquelle j'interviens maintenant depuis 7 mois. Donc, c'est le Conservatoire botanique national de Mascarin. Donc, on est sur la préservation, la conservation de la biodiversité. Directement une orientation qui est privilégiée par les fonds européens. Donc, il y a vraiment des actions qui sont fléchées autour de cette question de la préservation de la biodiversité. Nous, on intervient à la fois sur la Réunion, sur Mayotte, sur les îles Éparses, donc 3 territoires pour lesquels on est agréé par le ministère de l'écologie et de la solidarité, de la transition écologique et de la solidarité, et 3 territoires très différents. Donc, je vais plutôt vous parler de la Réunion. En fait, pour introduire un peu mon propos, il se trouve que moi j'ai commencé ma mission en tant que directeur, en tant que pompier, puisque la structure, donc structure associative, compte environ 30 à 40% de fonds de financement européen, et qu'on était dans une situation en 2018 où on était prêt de mettre la clé sous la porte à cause d'une mauvaise gestion de ces fonds européens. Alors quand je dis mauvaise gestion, ce n'est pas une mauvaise gestion de la part des services instructeurs, mais clairement, on s'était engagé, c'était vraiment absolument pas une gestion opérationnelle, et on n'avait pas du tout mesuré l'ingénierie qu'il faut pouvoir mobiliser pour pouvoir véritablement satisfaire aux exigences qui sont exigences tout à fait légitimes, mais qu'on n'avait pas du tout appréciées à sa juste valeur. Donc, comme le disait Sherazade, tout le monde peut avoir accès aux fonds européens, mais il faut y aller avec prudence. C'est un véritable enjeu, c'est une opportunité. Il faut vraiment la préparer en sachant qu'il faut vraiment mettre en place une comptabilité analytique. C'est extrêmement important, avoir un suivi d'activité analytique également, parce qu'on va devoir justifier de l'ensemble des temps consacrés aux actions qui sont financées. Et puis, il faut avoir véritablement une rigueur en matière de gestion pour pouvoir justifier de l'ensemble des éléments demandés par les services instructeurs. En termes de fonds, effectivement, nous, dans la biodiversité, on a la chance d'avoir une ligne dédiée sur le fonds, donc la ligne 508. Et c'est vrai que cette ligne, ça, c'est un avantage considérable, parce que lorsqu'on rentre dans ce cadre-là, derrière, effectivement, le dialogue est beaucoup plus aisé. Donc ça, c'est la réalité du programme opérationnel européen actuel. Et il y a eu également une évolution considérable récemment, c'est-à-dire que jusqu'en juillet 2019, donc justement, c'est à l'époque où nous avons eu des difficultés, il se trouve que le guichet unique sur le FEDER étant la région, l'interlocuteur étant la région a choisi d'appliquer une nouvelle méthode qui était préconisée par l'Union européenne, qui s'appelle l'option à coût simplifié, et qui permet réellement de travailler d'une manière totalement différente et qui est particulièrement intéressante. Et là, justement, je pense que ça peut ouvrir des perspectives très intéressantes pour l'ensemble des acteurs à La Réunion. C'est-à-dire que là, on ne fonctionne plus sur justifier a posteriori, mais on fonctionne sur une préparation en amont véritablement, de vraiment bien mesurer ce que l'on va faire et surtout de s'assurer que l'on va pouvoir fournir un livrable. Et c'est ce livrable qui va vraiment permettre de déclencher le règlement, le fonds, le financement européen. En plus, ils ont adopté des règles de financement en matière de trésorerie qui sont beaucoup plus avantageuses que précédemment.
puisque dès la signature de la convention, 50% de la somme est avancée, et qu'ensuite il y a les appels de fonds qui peuvent être faits régulièrement jusqu'au solde. Donc vraiment depuis juillet 2019, les nouveaux projets présentés dans le cadre du FEDER sont beaucoup plus fluides, et ça nécessite en amont de bien préparer son projet, d'avoir un dialogue de gestion à la fois avec le service instructeur, qui lui va avoir un regard financier, et puis avec les services thématiques. Parce que ça, c'est une petite particularité dont il faut bien tenir compte, c'est que le service instructeur ne va pas se prononcer sur l'opportunité, il va se prononcer sur la rigueur, sur la conformité du dossier au regard des cadres d'intervention, mais il va demander l'avis des services thématiques sur la question de l'opportunité, et toute la pertinence du livrable dont je parlais précédemment, c'est avec le service thématique qu'on va le construire. Et c'est avec le service thématique qu'on va avoir un dialogue régulier pour pouvoir faire du reporting auprès du service financier qui, lui, va assurer tout le côté financier. Donc, je dirais que sur le PE actuel, on a essuyé les plâtres, ça va, maintenant ça va mieux. Et pour la mise en œuvre actuellement est beaucoup plus fluide. Alors, maintenant, il y a un enjeu pour la suite. Parce que l'enjeu de l'Europe, c'est qu'en fait, on essaie d'anticiper au maximum. C'est-à-dire qu'on travaille sur une programmation qui est une programmation sur 7 ans, et c'est maintenant qu'on est en train de préparer la programmation 2021-2028, enfin 2021-2027, pardon. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire remonter l'ensemble des besoins du territoire pour que ça puisse être inscrit dans les orientations stratégiques retenues au niveau de l'Europe pour qu'elle puisse être déclinée sur le territoire de la Réunion. Et tout à l'heure, Sheherazade et Tidiane ont bien insisté sur la notion d'écosystème. En fait, si on y va tout seul à ce niveau-là, on ne va pas réussir à se faire entendre. Donc, on a véritablement besoin d'y aller d'une manière unie pour faire entendre des besoins communs, des orientations communes, faire remonter des grandes masses budgétaires dont on a besoin pour pouvoir mettre en œuvre ces orientations. Et c'est maintenant qu'il faut le faire pour qu'ensuite les interlocuteurs, régions, États, départements puissent construire leurs propositions auprès de l'Europe et pouvoir le soumettre à l'arbitrage des fonds européens. Alors, il y a tout de même une difficulté dans cette notion d'écosystème. Tout à l'heure, tu parlais d'écart de perception. C'est qu'en fait, l'Europe, comme le disait Tidiane, est véritablement très verticale. Donc, on a des fonds structurels qui sont extrêmement ciblés, qui vont cibler sur de l'économique, qui vont cibler sur du social, qui vont cibler sur de l'agricole. Je simplifie, mais c'est très, très cloisonné. La problématique que l'on a sur un projet de territoire, et dans l'économie sociale et solidaire encore plus, c'est qu'on est toujours à la main, enfin, on va être en transversalité. C'est-à-dire qu'on va cumuler plusieurs types d'activités. On est dans le social, dans l'économie, nous on est dans la biodiversité, et en fait, l'ensemble de ces différentes dimensions ne vont pas être considérées comme une dimension unique par l'Europe, mais vont être considérées selon l'orientation du fonds structurel. C'est-à-dire que ce que va être apprécié par le fonds structurel FEDER ne va pas être apprécié par le fonds structurel FEADER. Donc c'est toute la difficulté, et ça demande effectivement que l'on soit que l'on soit très très clair sur notre projet de territoire, et puis qu'on ait une puissance politique qui porte ce projet. On parlait de lobbying tout à l'heure, et je pense que là, on a beaucoup de progrès à faire. C'est vraiment de faire entendre la voix de l'économie sociale et solidaire au niveau européen pour que justement elle soit considérée dans sa globalité et non pas justement d'une manière cloisonnée. Voilà un petit peu mon expérience sur les fonds européens. Alors, je finirai avec un autre petit point. En fait, on parle beaucoup des fonds structurels parce qu'on est dans notre programme opérationnel européen. Mais il y a des outils que là j'ai découvert récemment, donc je trouve qu'ils sont particulièrement intéressants, c'est qu'il y a des appels à projets qui sont hors programme opérationnel européen. Et souvent, ces appels à projets, ils sont bien formatés pour des petites structures. Il y a ce qu'on appelle le programme BEST.
Le programme BEST, alors, il est souvent thématique. Nous, on a un programme BEST spécial région ultra-périphérique et spécial biodiversité, sur lequel on peut émarger. Ce sont des programmes courts, des montants de 50 000 €, mais qui sont très, très, très bien formatés. Et ça, c'est des petits programmes sur lesquels on a finalement aujourd'hui peu de connaissances à La Réunion. Et il faudrait qu'on soit beaucoup plus vigilant parce qu'il y en a probablement d'autres que je ne connais pas. Merci, merci Dominique pour ces éléments de réalité. Et vos interventions à tous les deux sont très inspirants puisqu'ils nous donnent de l'espoir, entre guillemets. C'est-à-dire, on a eu cette habitude de dire que les fonds européens, comme l'avait dit un peu M. Doucouré à l'instant, étaient réservés aux grosses structures, celles qui avaient les reins solides, et donc les structures de taille moyenne ou un peu plus petites étaient un peu frileuses. Et il y avait des freins, peut-être même des barrières à l'entrée pour les fonds européens. Et M. Doucouré, du coup, est-ce que vous confirmez ce que viennent de dire nos entreprises, nos représentants d'entreprises, c'est-à-dire que désormais, eh bien, les fonds européens sont accessibles à toutes les entreprises, même si on l'a bien compris, il faut quand même une certaine technicité, il faut des compétences particulières, il faut une certaine rigueur de gestion, il faut des outils particuliers. Est-ce que dans la nouvelle programmation, tout cela va être intégré et l'accessibilité va être encore un peu plus renforcée, d'une part? Et une deuxième question qui, cette fois-ci, va aller vraiment spécifiquement à la CRES et à son directeur, Frédéric Auré, c'est qu'est-ce que vous proposez à la CRES pour accompagner ces structures, ces grandes structures, mais aussi ces petites et moyennes structures pour activer les fonds européens et pour aussi les gérer par la suite? Alors, effectivement, je pense qu'on va montrer une carte justement qui propose les simplifications qui sont proposées par la Commission européenne pour le prochain programme. On va se rendre compte effectivement que la volonté aujourd'hui affichée, c'est de toucher au plus près les entreprises donc au niveau local et d'impacter en fait les fonds européens. Voilà. Les fonds européens, l'objectif pour la période 2021-2027, c'est d'avoir plus d'impact sur le territoire. Et pour cela, la Commission européenne a proposé 80 mesures de simplification. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est inédit. Ensuite, surtout pour ce qui concerne les entreprises, ça a été dit tout à l'heure, c'est les moyens plus simples de demander les paiements par l'utilisation des options de coûts simplifiés. Alors, rapidement, pour ne pas perdre trop de temps là-dessus, c'est des choses qui avaient été proposées dès le démarrage du programme 2014-2020. L'idée, c'est de considérer effectivement que, notamment pour les dossiers dont les montants ne sont pas importants, il fallait aller vers la forfaitisation, c'est-à-dire, vous savez que tous ceux qui ont bénéficié des financements européens s'arrachent les cheveux qu'ils n'ont pas par rapport à... Je vais juste... Un problème de batterie, une minute. Voilà, je reviens, j'ai le problème de batterie. Donc, par rapport à la justification des factures, de toutes petites factures, des fois qu'on a du mal à justifier, surtout quand ça vient des années plus tard. Donc, l'idée là, c'est de simplifier au maximum la gestion pour que, les gestionnaires passent plus de temps à suivre la qualité des projets que de faire l'administratif. 2, permettre aux porteurs de projets de se focaliser sur les résultats qu'ils vont obtenir. Donc, ça veut dire quoi? Comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'ai un projet, je suis une entreprise et j'ai un projet, je vais essayer autant que possible de dire au service instructeur, le résultat que je vais obtenir, c'est celui-là. Et ce résultat, il peut être mesuré à travers tel livrable. Donc, si ce livrable est fourni, le service instructeur ne va plus demander du pièce comptable, il va payer le montant qui était prévu au départ. Donc, c'est très intéressant. Mais en même temps, j'insiste là-dessus, ça change notre approche.
gestionnaires et de chefs de projet. Ça veut dire que pendant longtemps, on a pris l'habitude de dire il y aura un contrôle, donc à la limite, on laisse passer, on verra. Sauf que là, maintenant, le contrôle s'est fait en amont. C'est pour ça, M. Houdin a parlé beaucoup d'ingénierie en amont. Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas se tromper. Il faut bien définir ce à quoi on va aboutir et surtout dire comment on va justifier. Donc, c'est ça le livrable. Et si ce travail est bien fait en amont, la gestion est simplifiée. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Et donc, ça a été expérimenté sur la période 2014-2020. La commission souhaite que ça soit généralisé pour la période 2021-2027 pour simplifier effectivement la gestion. La deuxième bonne nouvelle pour la période 2021-2027, c'est que le cadre est plus assoupli. Mais ça concerne les gestionnaires, mais c'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de travailler sur les programmes, sur les priorités de la période 2021-2027. Et l'idée, et ça, la crise sanitaire nous a rendu service parce qu'on tire des leçons de ça, c'est de dire, il ne faut pas qu'on fige les programmes, il faut qu'on fasse une sorte de révision itinérée des programmes en fonction des besoins identifiés dans les régions. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas les programmes, ce n'est pas parce qu'on a dit 2020, c'est ça qui va être fait. Par exemple, que telle problématique n'avait pas été identifiée au départ en 2020, mais en 2022 ou en 2023, cette problématique est récurrente à la Réunion, mais on l'intègre dans le projet pour pouvoir reprendre, trouver des solutions à cette problématique-là. Ça, c'est très important. Deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est aussi la Commission insiste beaucoup sur l'utilisation accrue des instruments financiers. Alors, les instruments financiers, il a même créé un fonds au niveau européen, Invest Union européenne. L'idée, en fait, c'est de considérer que, notamment pour les entreprises, les subventions ne sont pas la solution à tout. C'est-à-dire que les subventions, en général, financent le bas du bilan. C'est-à-dire qu'on est sur des charges et sur des coûts. Alors que des fois, une entreprise, pour se développer, elle a besoin, par exemple, de fonds de roulement, de cash flow. Elle a besoin, des fois, de renforcer son capital, etc., etc. Elle a besoin d'avoir des garanties, des prêts qui sont garantis. Donc, l'idée, c'est de demander aux autorités qui gèrent les fonds, FEDER, FSE, CADR, etc., de prendre une enveloppe, une partie de ce fonds, qui peut aller jusqu'à 10% de l'enveloppe globale, de confier à une structure bancaire qui fonctionne comme une banque, pour faire en sorte que dans la région, on finance par les subventions des projets, mais aussi par cet outil, instrument financier, qui, lui, peut financer l'entreprise en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que, et donc, ça peut être un besoin de trésorerie, etc. Et l'avantage de ce fonds, de ce système, il est mis en place, c'est que l'argent tourne, c'est-à-dire qu'on fait un prêt à une entreprise, elle l'utilise, elle rembourse, on fait un prêt à une autre entreprise. Donc, c'est un système assez intéressant qui fait en sorte que l'argent va tourner au fur et à mesure et va répondre aux besoins des entreprises au fur et à mesure. Alors, c'est quelque chose qui est expérimenté dans pas mal de régions sur l'Hexagone, notamment en Auvergne, sous le nom de Jérémy. Donc, on sait effectivement que les petites entreprises, notamment, ont des besoins souvent qui sont différents des besoins des grands groupes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir combiner des méthodes de gestion, la subvention d'un côté, les instruments financiers de l'autre côté, pour essayer de couvrir l'ensemble des besoins des entreprises. Donc, avec ces trois approches, on verra ce que ça donnera concrètement, mais c'est quand même des approches assez intéressantes pour nos entreprises, parce qu'effectivement, pouvoir être payé rapidement en n'ayant pas à fournir de factures, de justificatifs, etc., mais à justifier la réalité, donc la qualité, c'est ce qui nous intéresse. Les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, c'est le résultat, c'est la qualité. Là, la commission dit, OK, allons-y sur la qualité. Donc, tu me dis combien ça coûte la qualité que tu vas me proposer. Mais une fois que tu me proposes conformément à ce qu'on avait convenu, je te paye. Donc, intéressant. Deuxièmement, pour les gestionnaires, le cadre peut être, le cadre n'est pas figé. C'est-à-dire que si demain, il y a des priorités qui ressortent, on les intègre. Troisièmement, on utilise un outil financier qui peut permettre effectivement aussi de pallier,
de financer effectivement les besoins qui ne sont pas couverts par les subventions. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a autre chose qui est important, j'ai dit en introduction, comme la Commission est consciente aussi que malgré la communication qui est faite autour des projets européens, elle se rend compte quand même qu'il y a une distance entre les citoyens européens et ces instances. Donc, les citoyens européens, qu'ils soient en Auvergne, qu'ils soient en Alsace, qu'ils soient à La Réunion, en fait, ils ne savent pas ce qu'il leur fait pour lui au quotidien. Donc, la Commission insiste sur le fait que les résultats positifs à travers les différents programmes soient vulgarisés par des événements, que les instances expliquent effectivement concrètement, parce qu'on ne peut comprendre l'Europe que si on voit concrètement ce qu'il fait pour nous au quotidien. Donc ça, c'est demandé. Donc par des plans de diffusion médias, par des événements. Ensuite, la Commission souhaite, j'espère que ça sera mis en place, pour une meilleure lisibilité de ce qui se fait sur l'ensemble des régions européennes. La volonté, c'est de créer une marque, une seule marque. Aujourd'hui, chaque projet, chaque programme a sa marque et sa charte, FSE, FEDER, etc. Et donc, c'est de créer une marque. Ensuite, de créer un portail unique qui présente l'ensemble des financements et une base de données des projets. Alors, je rebondis un peu sur ce qu'a dit M. tout à l'heure. C'est vrai que souvent, on a tendance, en région, à se focaliser sur les programmes négociés avec la Commission, des programmes régionaux. Et c'est des programmes dont la gestion est partagée entre la Commission européenne et les États membres, notamment les autorités locales. À côté de ça, quand on regarde le budget de la Commission, il y a des projets qui sont financés directement par la Commission européenne, soit à travers les agences qui travaillent pour elle, et qui lancent des appels à projets sur l'ensemble des régions européennes, mais effectivement, c'est des appels à projets thématiques qui couvrent, mais qui, chaque fois, couvrent un besoin bien identifié, avec notamment une approche assez intéressante dans certains appels à projets, notamment dans le cahier des charges de ces appels à projets. On demande notamment de travailler avec d'autres acteurs sur d'autres régions européennes pour pouvoir mutualiser, pour pouvoir rendre plus intelligent ce qu'on fait. Donc c'est vrai que l'objectif aussi, quand je parlais de cet écosystème, c'est de faire le mapping des financements européens et on va se rendre compte effectivement qu'il y en a une vingtaine de lignes de financement qui existent, mais dont on ne parle pas parce qu'on se focalise sur ce qu'on sait, FEDER, FSE, FEDER, et en même temps c'est normal parce que ces programmes sont financés, sont gérés à proximité. On connaît les structures qui les gèrent, donc on a tendance à aller vers ces points-là, alors que les appels à projets effectivement qui sont faits par la Commission européenne sont assez intéressants. Et en l'occurrence, en mode de financement, en général, quand vous êtes accepté sur ces projets-là, vous avez dès le départ une avance qui peut aller jusqu'à 80%. Donc c'est très intéressant. Par contre, effectivement, la concurrence est grande, donc il faut que le projet soit, l'ingénierie du projet soit faite de façon suffisamment poussée, parce que quand vous reprenez un appel à projet de la Commission, vous êtes en compétition avec toutes les régions européennes, donc votre projet doit effectivement être scoré, on va avoir les meilleures notes pour être sélectionné. Merci, Monsieur Doucouré, pour ces précisions et ces notes d'espoir, mais de plus en plus réelles finalement. Frédéric Auré, du coup, comme je le disais tout à l'heure, Dominique et Sherazade nous ont explicité que les fonds européens nécessitaient une gestion particulière et des connaissances, des outils particuliers. Quelles sont les propositions, les offres que vous faites à ces entreprises pour les accompagner, peut-être les aider dans la mise en œuvre de leurs projets qui nécessitent des fonds européens? D'une manière générale, c'est vrai, comme vous le savez, depuis ces dernières années, la CRES intervient plutôt en mode appui-conseil, en apportant des clés d'information, des techniques ou des orientations concernant des approches méthodologiques pour pouvoir mieux gérer, piloter un projet.
puisque la CRES n'a plus en charge aussi l'accompagnement au sens défini par l'Europe, hein, c'est-à-dire un accompagnement renforcé d'une personne sur, du moins à plusieurs reprises, ou d'une personne d'un établissement. On est vraiment sur plutôt un appui conseil. C'est véritablement quelque chose de ponctuel qu'on propose d'une manière générale. Néanmoins, dans le cadre de cette approche et de cette réflexion, je le disais tout à l'heure, liée à la prochaine programmation européenne, ce que nous proposons, c'est de davantage, dans un premier temps, comme vous le voyez à l'écran, de mieux informer donc l'ensemble des ressortissants, des acteurs de l'ESS, associations et entreprises de l'ESS, sur l'Europe, mais également sur les nouveaux programmes, sur ces nouvelles dispositions plus avantageuses, sur ces secteurs d'activité ou ces branches qui sont davantage prioritaires et ciblés par l'Europe pour l'avenir. Dans un second temps, je l'évoquais tout à l'heure à travers les rencontres territoriales que nous allons proposer auprès des acteurs de l'ESS, hors ESS également et institutions, c'est de pouvoir aller à leur rencontre et de pouvoir mieux analyser leurs besoins, les éventuelles problématiques qu'elles peuvent rencontrer, mais surtout les enjeux, les niveaux de structuration. L'objectif, c'est de pouvoir, en résumé, et in fine, de pouvoir dresser une synthèse donc, de ces besoins et d'établir des préconisations pour le nouveau programme en matière d'outils, d'organisation, d'espaces peut-être de mutualisation, d'espaces de coopération, et cela en partie aussi à l'identique de ce qui a émergé sur d'autres démarches au national, mais surtout de ce qui est demandé aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs sur d'autres programmes également, pas uniquement européens, mais sur d'autres programmes de financement, et notamment dans le cadre des différentes réunions ou actions qu'on a pu mener depuis ces dernières années. L'objectif, comme je vous le disais, voilà, c'est à travers ces rencontres, ces prochains webinaires que nous allons organiser ou espaces d'échange physique en fonction des conditions, on va dire, sanitaires, de pouvoir récolter, recueillir, écouter cette parole et ensuite de pouvoir les formaliser et les transmettre auprès des autorités compétentes pour préparer au mieux les acteurs à la prochaine programmation. Oui. Vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai la nette impression que vous proposez également des moments d'échange avec des experts, et notamment avec M. Decouré, pour les entreprises qui auraient besoin d'un accompagnement ou de cette expertise. Oui. Oui, merci Monsieur Gardodi. C'est vrai que j'ai un angle plutôt un angle de vision sur les semaines à venir, mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois maintenant, la CRES a proposé également des temps d'échange avec des experts à travers le dispositif Allo Expert qui est né pendant cette période de crise, donc au cours du mois de mars, où les structures de l'ESS peuvent dans un premier temps bénéficier gratuitement, comme vous le savez, puisque l'ensemble des services de la CRES sont gratuits pour les structures de l'ESS, gratuitement de conseils d'experts, que ce soit en matière juridique, en matière comptable ou autre, et notamment aussi donc, auprès de M. Decouré concernant ces programmes européens. Et en parallèle, vous avez également donc, ces workshops que l'on organise en version dématérialisée, Booster Day, qui ciblent également des thématiques bien précises, donc qui s'organise autour d'une heure et demie à 2 heures et qui apporte ces clés, comme je le disais, ou ces conseils également individualisés auprès des acteurs. Oui, merci. J'avais omis cela. Merci pour ces précisions. Je me rends compte également que Madame Jacquemin, correspondante régionale de l'économie sociale et solidaire, nous a rejoint dans notre panel de conférenciers. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir avant tout. Est-ce que vous êtes là? Non, pas de réponse, puisque j'allais passer aux questions-réponses des internautes, de nos spectateurs. Et il y avait une question, du coup, à Franck, qui nous demandait qui portait la voix de la filière ESS auprès des autorités de gestion locales FSE et FEDER dans le cadre des discussions officielles programmation 2021-2027. Monsieur Auré, vous avez une réponse? Parce que là, on sort du cadre des espaces d'échange que vous allez créer, je pense, et là, on est plutôt sur un format officiel. Oui.
Alors, si je regarde en toute première lecture… Allô? Allô, allô? Ah, Madame Jacquemin. Madame Bonjour. Jacquemin, vous êtes là? Oui, bonjour. Je suis là, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Auré Oui. aussi. Bonjour, Bonjour. monsieur Gardoni. Alors, je suis là effectivement. Alors, par contre, j'étais censée venir avec ma collègue qui s'occupe effectivement des fonds européens. Que je ne vois pas. Alors, je suis là, j'entends, je prends note. Néanmoins, je n'ai Ok. pas d'éléments concrets à vous donner là tout de suite, hein. Vous avez vu que j'ai pris mon poste au début du confinement. Et donc, je préférais plutôt prendre note et vous communiquer des éléments juste derrière. Voilà, je Ok. suis là parce que c'est très important et que l'État doit être présent, bien évidemment. Et voilà, donc tout s'est fait assez rapidement pour cette manifestation. On est là et je vous répondrai donc avec précision. S'il y a d'autres questions, je propose à tous ceux qui sont là de les poser et donc je vous assure qu'on y apportera des éléments conséquents. Voilà. Monsieur Sicardi aussi, Arnaud nous a rejoint, collègue de Madame Jacquemin Ah, bah, s'il est à la là, c'est direction du travail. parfait. Je le vois pas. Ah, super. Ben voilà, on est là. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Arnaud, vous souhaiteriez prendre la parole pour compléter ce qui a été dit jusqu'ici? C'eût été avec plaisir, mais j'étais sur le même téléphone en ligne pour pouvoir régler les problèmes de connexion avec la CRES. Donc, Ok. je Je vous vais demanderai de peut-être. répéter la question. Oui, je vais peut-être vous transférer la question. Oui, voilà, vous répétez la question. C'est qui porte la voix de la filière ESS auprès des autorités de gestion locales FSE et FEDER dans le cadre de des discussions autour de la prochaine programmation 2021-2027? Alors, les discussions sont en cours. Qui porte la voix? C'est un porté collectif parce qu'il y a principalement deux acteurs, on va dire. Il y a l'État et la région. Donc l'État dans la personne du SGAR, la DIECT, donc votre serviteur, et une part importante à la région pour pouvoir faire tous ces éléments. Donc on est en train, le cadrage du nouveau PO n'est pas encore validé au niveau de la commission. Il y a eu les derniers éléments, à ma connaissance, datent de mai 2020. Et donc, on est en train de travailler avec la collectivité régionale sur ce nouveau PO, et notamment le fait qu'il y ait une part sur l'ESS, l'accompagnement des structures et la montée en compétences et la simplification pour l'accès à toutes les structures de l'ESS au fonds européen. Merci pour ces éléments de réponse. Une petite question supplémentaire, puisque je l'avais posée à Monsieur Doucouré dans une perspective un peu de prospective, c'est-à-dire quel serait pour lui l'environnement qui serait favorable, la construction d'un environnement favorable pour une meilleure appréhension des fonds européens sur le territoire par les entreprises de l'ESS notamment. Est-ce que vous avez vous aussi une vision de cet environnement qu'on pourrait construire et co-construire? On est sur de la question philosophique. Il en faut aussi. Il en faut. Oui, bien sûr, mais vu ce que vient de traverser, ce qui est en train de traverser notre territoire, quel sera le monde de demain sera le monde d'aujourd'hui modifié. Donc, je n'ai pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir le qualifier. Cela étant, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont relativement fiables sur la nécessaire montée en compétences, le nécessaire accompagnement des structures. Je pense au dispositif local d'accompagnement qu'on est en train de réviser pour pouvoir accompagner les structures. Donc, il y a un cadre. Ce cadre, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est de la formation, de la co-formation, et c'est surtout la mise en place de plateformes de co-développement des structures et des acteurs. Faut pas que ça soit des structures de l'ESS ou des structures de l'économie traditionnelle. La pire des choses, c'est l'isolement. Donc, il faut que ces structures, pour avoir accès aux fonds européens, pour pouvoir s'insérer dans
dans le marché économique, dans la structuration, dans la société au sens grec du terme, il faut rompre ces isolements. Donc c'est pour ça que sur les fonds européens notamment, on essaye de promouvoir des fonds d'amorçage, de développement, de retournement parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, mais surtout de l'accompagnement sur de la plateforme d'échange, de co-développement, pas de formation, mais de tutorat et de mentoring pour promouvoir les réussites et les multiplier. Merci pour, merci pour ces précisions. Et une dernière question de Virginie qui pourrait peut-être du coup vous intéresser, Arnaud ou Tidiane. Virginie nous dit qu'au regard de ce qui a été dit notamment par Tidiane tout à l'heure, est-ce que les futurs projets européens nécessitant des financements s'assimileront à la présentation d'une demande de financement classique auprès d'organismes financiers plus classiques? Ou est-ce qu'il demeurerait des spécificités? Alors, je laisse notre collègue à la région répondre, mais simplement que, comme ça a été dit tout à l'heure, les calendriers ont été assez bousculés par la pandémie. C'est-à-dire que effectivement, ce qui a été proposé avant, c'était que en septembre, on puisse avoir signé en septembre qui est des propositions concrètes sur la table. Donc il y a du retard qui est pris, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait à peu près sur le FSE que il y a des éléments qui tendent à faire croire qu'on va utiliser ma démarche FSE parce que l'outil a montré sa performance et les acteurs sont habitués à ce outil-là. Je pense que celui-là va continuer à être utilisé. Mais sur le reste, je pense qu'il faut attendre. C'est trop tôt pour se prononcer sur ces questions-là parce que ça dépend effectivement des acteurs au niveau local, de l'utilisation et des choix qu'ils auront fait. Monsieur Doucouré, vous avez fini? Oui. Ah, ok. On avait eu du mal à vous entendre. J'ai un problème de micro, désolé. Ah, ok. Arnaud, vous souhaitez compléter? Non, enfin, compléter, non, je ne peux que paraphraser parce que c'est ce qui a été dit. Le PO n'est pas encore validé. On est encore en train de le négocier. Donc, est-ce qu'il faudra une contrepartie? Normalement, oui. Quelle sera la forme de cette contrepartie? Il faut déjà que le PO soit validé, que les fiches actions puissent être montées. Et une fois que les fiches actions sont montées, on voit quelles sont les structurations du financement. Est-ce que ça sera du CCT? Est-ce que ça sera des BOP? Est-ce que ça sera des budgets d'intervention de structures d'État? Est-ce que ça sera ouvert en partenariat public-privé? Aujourd'hui, la négociation est sur la table. Dire que telle ou telle forme est interdite, probablement. Je ne suis pas, moi, gestionnaire instructeur sur des fonds européens. Je suis développeur, donc on est dans l'accompagnement pour pouvoir y avoir accès. Donc on fait cette promotion, mais je ne peux pas vous dire, non, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Il y a des changements d'ampleur. Le FSE devait intégrer la santé. La crise a fait qu'il doit y avoir un plan sur la santé à part, il doit, je n'ai pas la prétention de pouvoir dire il doit à cette question, mais cette orientation semble être prise. Donc aujourd'hui, on a un champ des possibles qui est encore beaucoup trop important pour pouvoir dire ça sera du fonds privé, ça sera du partenariat à 50%, à 20%, je ne sais pas. Merci Arnaud. Je vais remercier Sherazade qui doit nous quitter. Merci pour ces témoignages et ces éléments de réalité, Sherazade. Et du coup, ça fait quand même 1h30 que nous tenons ce webinaire.
Je pense que c'est le moment de clôturer. On a abordé pas mal de sujets. On a pu répondre à un certain nombre de questions. Je souhaiterais remercier l'ensemble des spectateurs ainsi que l'ensemble des conférenciers qui nous ont rejoints et qui ont répondu présent et qui nous ont partagé la richesse de leurs expériences. Avant de clôturer, du coup, une petite conclusion. On a compris que l'Europe était en mouvement actuellement au regard de ce qui s'est passé, comme vient de le dire Monsieur Sicardi, eh bien, au regard de cette crise Covid, mais qu'elle était également en mouvement puisque nous sommes en train de travailler la nouvelle programmation et que on l'a compris aussi à travers les propos de Frédéric Auré, eh bien, l'ESS, les entreprises de l'ESS doivent également faire entendre leur voix de manière à influencer eh bien, ces prochaines programmations pour avoir une meilleure structuration, efficacité de nos entreprises au regard de leurs objectifs, mais également peut-être par une Europe plus durable, plus équitable et plus juste, comme l'a dit eh bien, également Tidiane Doucouré. Donc, rendez-vous à travers les espaces d'échange que proposeront la CRES notamment et les autres espaces d'échange qui seront présentés sur le territoire pour discuter de la nouvelle programmation. Et juste avant de clore cet échange, je voudrais également vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau webinaire. Et cette fois-ci, ce sera pour présenter eh bien, les 10 propositions qu'ont proposées la CRES et l'Université de La Réunion à un certain nombre d'acteurs sur le territoire pour une transition plus durable, plus solidaire, eh bien, et peut-être même un peu plus juste d'un point de vue économique, entre guillemets. Je vous rappelle que ces propositions sont le fruit des nombreux échanges que nous avons eus depuis novembre à travers notre Web TV et également ce webinaire. Et nous nous étions engagés eh bien, à vous présenter eh bien, le résultat des échanges que nous avons eus avec vous. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à ces moments d'échange et choses promises, choses dues. Dans 15 jours, on vous proposera une présentation plus fine des différents axes et des différentes actions que nous vous avons proposées eh bien, aux différents acteurs de notre territoire. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Encore un grand merci à tous. Passez une bonne soirée et à dans 15 jours. Salutations solidaires à vous tous.